dans ce séminaire qu'on a organisé de la chaire, on donne la parole en discutant et on a toujours eu la tradition de demander, comme discutant, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris d'intervenir. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Laurent Leguédard, je vous invite, ingénieur général, directeur des investissements et de la maintenance du groupe hospitalo-universitaire Nord, Université Paris-Cité, qu'il est aussi membre du comité de pilotage de la chaire et qui nous appuie dans tout, appuie dans toutes les situations et les initiatives de la chaire. Merci Laurent d'avoir accepté. Alors, le discutant, c'est toujours assez délicat comme exercice, mais Similovski l'a rappelé, la délicatesse nous appartient dans le monde de la santé. Merci Donato. Moi, je vais quand même commencer par des remerciements, évidemment, à l'attention de nos 3 intervenants de ce matin pour des interventions vraiment extrêmement riches et parfaitement complémentaires. Je vais également remercier les mécènes de la chaire qui permettent notamment d'organiser ces journées qui, je pense, ont un sens extrêmement important par rapport aux métiers qui sont les nôtres. Ouais, en tant que discutant, moi, je vais quand même essayer d'interroger un peu nos intervenants sur des petites questions qui me sont venues au fur et à mesure des propos qui ont été tenus. L'hôpital est un objet d'une complexité qui est extrême. Aujourd'hui, on le sait, les contraintes sont multiples, elles sont parfois contradictoires. Il faut faire du thermique, il faut faire de la sécurité incendie, il faut faire de la sûreté, il faut intégrer des équipements techniques spécifiques et notamment les fluides médicaux qui ont été évoqués. Il faut dorénavant s'inscrire dans des enjeux de transition écologique. Ça conduit aujourd'hui à une omniprésence des réseaux et de la technique. J'ai bien retenu le thème d'aliénation qui a été utilisé par Florent. Et j'ai été extrêmement attentif à la manière dont a été conçu l'objet du futur Hôpital Nord, qui pour moi est un projet assez exceptionnel. Mais finalement, la manière dont il a été conçu, avec une forme de trame standardisée, avec une exploitation de la parcelle optimisée, m'amène à croire, mais probablement je me trompe, qu'il y a une place prépondérante aujourd'hui de la technique dans la conception de ces projets sur des projets urbains, principalement en milieu urbain. Et finalement, la question que je vais poser à Antoine, à Jérôme, à tous les architectes qui sont présents dans la salle, c'est finalement que reste la place de l'architecture dans ces projets, parce que finalement la technique n'est pas devenue tellement contraignante et tellement prépondérante que la place de l'architecture se limite, alors vous l'avez évoqué, à intégrer une peau finalement à un objet architectural. Enfin, on a beaucoup de jeunes étudiants dans la salle. Voilà, faites-nous rêver pour eux qui, je l'espère, feront de l'architecture hospitalière plus tard. Je reviens, enfin, à ce que vous avez dit, c'est que la technique n'est pas une souffrance dans le bâtiment. Il faut, je ne veux pas dire qu'il faut jouir avec la technicité, mais quand même, elle est très complexe, elle est utilisée avec discrétion, et elle est tellement partie intégrante qu'on ne se rend pas compte qu'elle existe. Bon, je dois dire quand même, là, ce matin, on a dit que tout est caché, mais en fait, il y a les tours de refroidissement qui sont tout près du plateau de l'héliport qui sont visibles. Cela, on n'a pas pu, ces tours-là, on n'a pas pu les cacher. Mais bon, la technique, c'est la fierté d'un bâtiment. Donc, il ne faut absolument pas que ça soit une contrainte. C'est comme ça que je l'aperçois, moi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Oui. Je te laisse la parole après, mais en tant qu'ingénieur, effectivement, ça a été un défi, effectivement, de travailler avec ces 2 agences qui nous ont mis des contraintes supplémentaires, de cacher la technique dans ce bâtiment. Et finalement, ça a été une grande force. Il y a eu une alchimie qui s'est créée. Et effectivement, moi, j'ai tendance à croire que ça fait partie de votre ADN, effectivement, dans votre agence, d'intégrer la technique. Donc, il y a une compréhension qui est recherchée.
Et donc, quand on essaye de comprendre et de se comprendre les uns et les autres, effectivement, un bâtiment hospitalier, c'est un bâtiment technique, où l'ingénieur, effectivement, s'exprime et a tout un champ, un panel pour s'exprimer. Mais là, vraiment, sur ce projet, il y a vraiment eu un souci de l'intégrer, de la digérer et de la placer, et qu'elle réponde effectivement aux enjeux de flexibilité, aux enjeux de résilience. Et il y a eu une grande écoute et un grand dialogue, en fait. Et je pense que la réussite de ce projet, elle tient aussi dans cet aspect-là. Je prolonge ce que viennent de dire Antoine et Sophie. Laurent, tout dépend de ce qu'on entend par l'architecture. En tous les cas, en ce qui me concerne, l'architecture, ce n'est pas une question de geste, ce n'est pas une question d'effet waouh, même s'il y a des effets très très forts dans notre bâtiment. Je pense que donc, la technique, déjà, elle est plutôt cachée à l'hôpital, et c'est tant mieux, parce que je pense que trop de techniques visibles pour les patients, pour le personnel, c'est anxiogène. Donc, plus elle est discrète, mieux on se porte. Et la finalité de l'architecture, c'est finalement le bien-être ou le sentiment de se trouver dans un espace dans lequel on se repère, un espace que l'on comprend. Et je pense à cette dimension qui pourrait remonter à la Renaissance italienne, où on a remis à jour la perspective, la notion de perspective, c'est cet espace perspectif à l'intérieur duquel le commun des mortels qui se déplace comprend l'espace dans lequel il se trouve et comprend plus loin que l'espace dans lequel il se trouve. La perspective emmène plus loin. C'est une notion que je développerai à Menton donc un jour, donc je ne vais pas aller plus loin là. Mais je pense qu'il y a dans le projet de l'hôpital Nord énormément d'architecture dans la finalité de ce bâtiment et notamment jusqu'au jardin. Donc voilà, tout dépend où on met la position de l'architecture. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres architectes qui veulent réagir dans la salle ? Non. Le deuxième élément qui a été mis en évidence ce matin, c'est qu'effectivement, on a une conception aujourd'hui qui est quand même facilitée par la technologie, avec notamment l'utilisation qui commence à se développer de la réalité augmentée. On sent bien les avancées que ça va pouvoir occasionner au bénéfice des patients et des soignants. On perçoit bien la plus-value que ça peut apporter lors de constructions neuves. Je m'interroge un peu plus en rénovation, en modernisation, parce qu'on sait globalement qu'aujourd'hui, on construit nos bâtiments avec des durées d'amortissement de 40, 50 ans, qu'on construit nos équipements techniques, toutes nos installations techniques avec une durée d'amortissement de 15 ans. Donc on va sur la durée de vie de nos bâtiments probablement moderniser trois fois les équipements techniques. C'est plutôt une question pour Emmanuel. La manière dont vous réfléchissez aujourd'hui à ces innovations technologiques dans les bâtiments, est-ce que d'une part, vous intégrez cette évolutivité autant qu'on le fait dans l'architecture, dans l'organisation des locaux, et d'autre part, est-ce que vous avez déjà été confronté à des modélisations qui finalement ne peuvent pas être mises en œuvre physiquement dans les bâtiments pour des contraintes spatiales? Oui, merci Laurent pour la question. Alors effectivement, sur l'évolution des modélisations, en fait, on utilise les mêmes bases que les bases architecturales. C'est les modèles 3D du bâtiment qui sont assez identiques. Et donc, de facto, ils évoluent avec l'évolution du bâtiment. Dès lors qu'on les met à jour, ces modèles ne sont pas voués à être figés, justement. Ils sont voués à évoluer. Donc là-dessus, je pense que c'est les technologies qui se prêtent bien à accompagner sur un temps long l'évolution d'un bâtiment. Par contre, effectivement, sur les rénovations et ce qui peut être proposé comme modification, en fait, on part plutôt du constat inverse. On fait l'état des lieux de ce qui se passe, on va dire d'un point de vue qualité d'air, et après, on va regarder avec ce qu'on peut mettre en place de façon pragmatique, qu'est-ce qui va être le plus efficace. Donc, on part plutôt du côté inverse. Évidemment qu'on voudrait se faire plaisir à changer les réseaux, etc. Or, on sait que ce n'est pas forcément toujours possible, donc on va plutôt faire du pragmatique et optimiser le pragmatique avec la modélisation. C'est plutôt ce sens-là qu'on prend.
Par contre, évidemment, sur la nouvelle construction, comme on l'a vu à Marine-Anne-Longue, là, on peut vraiment libérer un peu l'approche et il y a des gains significatifs à aller chercher pour des modifications pas forcément très impactantes sur le design. Je sais pas si ça répond à ta question. Et peut-être un prolongement de la question là aussi pour les architectes, bureaux d'études qui sont dans la salle. Sur cette question, on vous demande en tant que maître d'ouvrage énormément de flexibilité dans les ouvrages. Est-ce que finalement c'est quelque chose qui est déjà pensé également au niveau technique et pas uniquement au niveau de l'agencement des locaux? On parle beaucoup de chambres dédoublables, d'unités évolutives, etc. Est-ce que sur la technique en tant que telle, qui encore une fois est plutôt cachée, et ça on l'a tous en tête, ce sont également des paramètres que vous intégrez quand vous faites de la conception aujourd'hui dans les ouvrages? Ça faisait partie effectivement de la genèse programmatique d'avoir un bâtiment évolutif donc, dans sa fonctionnalité et dans sa technique. Donc là, effectivement, quand on a calqué l'architecture, le squelette technique sur le squelette fonctionnel, on a mis ces fameux noyaux techniques qu'on a dimensionnés de la même manière, quelle que soit la fonctionnalité programmatique actuelle, mais pour que ça puisse évoluer. On a aussi des réserves de puissance, des réserves de place, classiquement comme dans tous les projets. On a aussi intégré cet aspect d'évolutivité environnementale, climatique, etc. Donc oui, ce bâtiment, il est voué à évoluer, c'est une certitude. Ouais. Moi, j'ai une question à la fois pour Emmanuel et un peu pour nous tous, c'est que le XXe siècle a vu l'apparition des bâtiments zèbres, c'est-à-dire il y a autant d'espace pour l'homme que pour la machine. Si on fait une coupe de bâtiments, évidemment, on voit bien que c'est pas quasiment à part égale. L'hôpital n'est pas très différent, simplement la proportion de machines est plus importante que dans un centre commercial ou un bureau. Et par contre, ces derniers temps, on voit une vraie demande de nos clients et de la société, ils vont dire, c'est ouvrir les fenêtres. Une question pour Emmanuel, tu as beaucoup parlé des réanimations. Et en quoi, dans ton modèle, même si c'est provocateur pour une réanimation, l'introduction de l'ouverture de la fenêtre et du flux d'air naturel, qui a vraiment été vraiment le schéma bien étudié depuis Tenon, depuis tous les grands architectes, les docteurs de l'architecture hospitalière, en quoi on pourrait réintroduire en fait, cette notion-là qui est plus complexe, parce que c'est une vraie demande de la société, c'est aussi une contradiction avec les réglementations sanitaires et autres. Oui, juste une seconde. Il y avait Antoine qui voulait faire une intégration. Comme vous voulez, hein, parce que si tu voulais intégrer la réponse dans l'ordre, hein, après... Je souhaite donner une autre, à la question de la flexibilité et de l'évolutivité, je souhaite donner une autre dimension que celle qui est fonctionnelle. Je souhaite lui associer une dimension environnementale. Aujourd'hui, beaucoup de bâtiments qui ne répondent plus aux besoins de l'évolution du programme, ils sont condamnés à être démolis. Donc, j'associe ça à la question l'empreinte carbone des bâtiments. Aujourd'hui, on dit comment est-ce qu'on peut économiser l'empreinte carbone, comment on peut réduire l'empreinte carbone. Et là, la question de la flexibilité, pas seulement pour les hôpitaux, mais en général, un bâtiment qui n'est pas flexible, le programme évolue, dans 15-20 ans, il faut les démolir et faire un autre bâtiment. Or, il y a des bâtiments qui sont bien conçus, notamment ceux qui ont une tendance industrielle, qui permettent une autre utilisation sans être démolis. Et donc là, on économise beaucoup de point de vue empreinte carbone. Et voilà, je pense que c'est une dimension qui n'est pas seulement fonctionnelle, mais qui est aussi en rapport avec l'environnement. Merci. Merci. Alors, on fait répondre à la question. Et puis, attendez, excusez-moi. Il y a le discutant. Je ne sais pas si Laurent il a terminé sa discussion. J'ai quand même une petite, donc, suggestion on fait pour terminer Thomas. le discutant. Après, on a un temps d'échange prévu. Oui. Merci. Merci. Bon. Si tu veux répondre à la question, et on va faire les choses dans l'ordre. Hein. Merci pour la question. En fait, on nous la pose systématiquement, cette question. Il y a plusieurs strates de réponse. Je vais être très succinct, parce qu'elle est bien plus complexe que ce qu'on imagine. Déjà, la première différence entre l'air de l'extérieur et de l'intérieur, c'est que globalement, l'hôpital, si on l'a plutôt bien conçu, on maîtrise à peu près
la qualité d'air qui rentre, il est filtré, etc. Donc on sait ce qui est soufflé. L'extérieur, comme le disait Thomas, avec les jardins, etc., on ne sait pas forcément en fait la qualité de l'air extérieur qui peut rentrer dans les chambres. Ensuite, le renouvellement d'air par la ventilation naturelle, il est aussi impacté par les saisons, parce qu'en hiver, comme il fait plus froid que l'été, pas besoin d'ouvrir 10 minutes pour renouveler l'air d'une chambre, alors qu'en été, c'est peut-être plus long. Donc il y a plusieurs en fait, niveaux de connaissances. Et alors après, on a été justement sollicité par l'hôpital d'Avicenne sur ce sujet. J'ai une étude en fait, qui parle de ça. Ils avaient fait des prélèvements de surface en réanimation, justement, pendant la première vague Covid. Et on se demandait si, avec les modélisations, on pouvait prédire en fait, le fait qu'une surface soit positive ou pas. On peut regarder les dépôts des particules dans les simulations. On simule les chambres de réanimation d'Avicenne. Nous, à l'aveugle, on ne voulait pas être orienté par les résultats. Ils comparent avec nos simulations. Il y avait 5 points de mesure dans les chambres. Et en fait, ils se rendent compte que parfois, du jour au lendemain, dans la même chambre avec le même patient, ils ont des prélèvements qui passent de tout négatif à tout positif. Ce qui est un peu étrange, en fait. C'est les mêmes personnes qui font la technique, même patient. Donc on réfléchit avec eux, parce que nous, en modélisation, c'est les mêmes calculs, c'est les mêmes résultats, en fait. Il n'y a rien qui est modifié. Et en fait, on regarde par date ce qui se passe dans les chambres. On se rend compte que sur les 3-4 mêmes jours, ils ont toutes les chambres du même côté de l'hôpital qui passent de prélèvements tout négatifs à tout positif. Puis après 4 jours, ça repasse tout négatif sur les surfaces de la chambre. Et donc là, en fait, on se dit, mais attendez, c'est pas possible, il y a un événement extérieur qui intervient. Et là, le réanimateur nous dit, ah oui, j'ai oublié de vous dire. En fait, comme on n'était pas sûr sur les pressions négatives, positives, on a laissé la fenêtre entrouverte pour équilibrer les pressions et prendre de l'air extérieur. Donc là, on se dit, ok, donc il y a peut-être un truc à jouer là-dessus. Donc là, on regarde la météo et on se rend compte, en fait, qu'à Bobigny, sur les 4 jours, en fait, où ça passe de tout négatif à tout positif, on a le vent qui tourne complètement, en fait, en termes de direction. Donc on se met à simuler pas que la chambre, mais on simule le bâtiment dans son environnement extérieur et le vent. Et on se rend compte que pendant les 4 jours, la direction du vent fait qu'il s'engouffre par la fenêtre, il change complètement en fait, les flux d'air et il crée un dépôt massif sur les 5 points de contrôle des médecins réanimateurs. Ce qui potentiellement, en tout cas c'est ce qu'on a publié, pouvait expliquer en fait, pourquoi on a un phénomène qui est très localisé dans le temps et dans l'espace sur qu'un côté de l'hôpital. Du coup, la question, elle est beaucoup plus complexe qu'on imaginait et on se fait des nœuds au cerveau maintenant parce qu'on n'a pas forcément de réponse absolue sur ce sujet. Désolé. Merci. Alors, Laurent, Allez, merci. Thomas, Laurent, non. Il y a Thomas qui voulait intervenir. Moi, en tant qu'utilisateur, j'ai un mot à dire sur les fenêtres. Bon, Emmanuel a répondu, hein, les fenêtres, on les ouvre, on les ferme, c'est compliqué. Mais les fenêtres ont des stores. Et par pitié, arrêtons avec les stores. Alors, il y a des stores dehors, mais dès qu'il y a du vent, ils s'arrachent. Il y a des stores dans les fenêtres, mais c'est cassé. Je ne comprends pas pourquoi on n'avance pas. Il y a des fenêtres qui sont fabriquées par Saint-Gobain, si mes souvenirs sont bons. Vous appuyez sur un bouton, la fenêtre devient noire parce qu'il y a un petit coup de courant qui passe à l'intérieur. Vous enlevez le bouton, elle est un peu grise, etc. Et donc ça, je pense, c'est une vraie réflexion à avoir sur des endroits qui sont très sensibles comme les hôpitaux, où on est dans l'immensité, avec un nombre de fenêtres absolument incroyable. La question des stores, d'abord, même d'un point de vue, simplement pour se placer d'un point de vue esthétique, la question des stores devrait faire l'objet d'une réflexion un peu de modernité et de futurisme. Merci. Allez, je termine rapidement avec une question pour Thomas, histoire de laisser le temps de la discussion. Tout d'abord, lui préciser que ce n'était pas un piège de lui demander de venir ici ce matin, mais que c'est plutôt rassurant, je trouve, d'avoir la présence d'un médecin parmi nous dans ces débats plutôt entre architectes, ingénieurs, maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage. On voit qu'on a une démarche finalement de plus en plus holistique là, sur la conception, avec des partitions qui sont jouées à 4 mains, à 6 mains entre les architectes, les bureaux d'études. Est-ce que, de votre expérience, après on a un peu d'expérience tous les deux sur un certain nombre de projets, vous avez le sentiment quand même qu'on va dans le bon sens sur la prise en compte des nouveaux enjeux, notamment le CARE, qui est quand même une thématique chère à la chaire Archidessa, et sur le traitement des 3 types de santé que vous avez évoqués, ou est-ce que finalement Alors moi, ça n'évolue pas? J'ai eu la chance d'exercer des responsabilités, mais d'abord d'unité fonctionnelle puis de service, depuis 1990.
Donc, je suis à plus de 35 ans d'assistance publique et avec beaucoup de chance, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de faire toute une série de chantiers divers et variés depuis. Et très honnêtement, mes souvenirs des premières choses que j'ai pu voir faire, c'était la réalisation d'une réanimation moderne, donc moderne pour 1994, dans un bâtiment où il n'y en avait pas. Et puis, ça a continué jusqu'à la rénovation d'un bâtiment, qui est le bâtiment Éole à la Pitié-Salpêtrière, qui a été achevé en 2019, qui est une énorme rénovation, 25 millions d'euros. Et donc, j'ai eu l'occasion beaucoup de côtoyer des équipes techniques, d'ingénieurs, d'architectes, dont une est ici d'ailleurs. Vraiment, j'ai vu cette évolution dans le dialogue. Alors, au départ, le premier chantier dont je me souviens, j'étais responsable d'unité de réanimation et en fait, j'avais pas mon mot à dire. C'était comme ça. Il y avait une gaine d'extraction de fumée ici. Non, on ne pouvait pas percer une vue entre les deux trucs là. Et finalement, le souvenir que j'en ai, c'était on a beaucoup adapté le plan médical, etc., aux contraintes du bâtiment. C'était un vieux bâtiment, c'était Rambuteau, il y avait des contraintes dedans. Et puis, à mesure que j'ai eu la chance d'avoir des interactions comme ça, j'ai trouvé quand même qu'on arrive à s'écouter du coup. Et on arrive à établir un dialogue. Alors, c'est toujours un problème, le dialogue entre des techniciens de métiers différents. On a l'impression qu'on parle tous français, mais des fois, on est presque sûr que l'autre a compris, et en fait, pas du tout. Et ça, c'est un truc que j'ai vu progresser beaucoup, c'est-à-dire que la conscience du fait qu'on a beau parler la même langue, on ne parle pas le même langage, elle est apparue. Et ça, pour moi, c'est la condition essentielle à faire évoluer les choses. Et je l'ai bien vu, le fait de prendre conscience que, oui, il dit ça, je crois que je comprends, mais je vais quand même vérifier, ça a l'air de rien, mais c'est la condition pour passer. Et donc, je l'ai vu, par exemple, pour Éole, sur les notions environnementales, par exemple, et aussi sur des trucs tout bêtes. Éole, c'est un bâtiment où il y a des grands couloirs qui doivent faire 35 mètres, 40 mètres de long d'un bout à l'autre. Et il y a eu une idée dans le développement du bâtiment, ça a été de percer les bouts pour qu'il y ait de la lumière qui rentre par le fond des couloirs. Ça, c'est un truc que nous, on ne comprenait pas, parce qu'en fait, ça nous gênait d'avoir du coup, vous ne pouvez pas garer un chariot au bout du mur, etc. etc. Et la capacité à faire attention au langage de l'autre et à comprendre les trucs, ça a fait que on a percé les ouvertures au bout du bâtiment. C'était la même chose pour l'entrée du bâtiment, et ça change tout. Donc moi, je réponds oui à votre question. Je pense que c'est une bonne évolution, parce qu'on a, je crois, acquis la capacité à faire attention au langage de l'autre. Et à partir de là, les développements sur l'environnement, sur le rendement énergétique, sur les choses comme ça, vont se développer. Donc moi, je suis plutôt très optimiste. Merci beaucoup. Merci Laurent. On a quelques minutes d'échange encore vis-à-vis des différents intervenants, avec questions-réponses. Ce sera animé par Francesca Contrata, qui est ingénieure, enseignant à l'école d'architecture et chercheur ici à l'EFCO. Et j'invite déjà Laurent Perusa à se joindre à nous, architecte, directeur de projet associé AIA Life Designer, qui va conclure la discussion de cette matinée très riche. Et je constate aussi très attentif avec questions-réponses à différents questionnements posés. Donc, voilà. S'il y a des questions, il me semblait qu'il y avait une question. Non. Il y a quelques années, on avait fait ensemble le service des maladies infectieuses à Pitié-Salpêtrière. Et je me souviens que le professeur Bricaire disait qu'avant, en fait, quand il y avait un malade un nouveau malade arrivait dans une chambre, pour répondre à ce que disait Alexis, il ouvrait la fenêtre pour aérer la chambre. Voilà, c'était et ça fonctionnait très bien puisqu'il soignait souvent tout ce qui était tuberculose. Voilà, donc c'était pour répondre. Et pour terminer, avec Thomas Milowski, donc j'ai beaucoup travaillé puisque j'ai fait le bâtiment Éole, et c'est vrai qu'on a eu vraiment des très très bons échanges, à la fois pour le bien-être de toutes les équipes médicales et
comme disait aussi Jérôme, pour le bien-être des patients. Voilà. Et je rebondis là-dessus. La médecine, elle fait historiquement très top-down, très paternaliste. Bon, ça change beaucoup, ça a beaucoup changé. Et en fait, l'expérience qui vient d'être décrite, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, je me souviens des premiers chantiers auxquels j'ai participé en responsable d'unité. Quand je disais des gens, on va demander aux infirmières ce qu'elles en pensent, tout le monde me regardait avec des grands yeux en disant mais non, pourquoi ? Et là, effectivement, on a eu cette chose où on a pu discuter d'organisation avec vraiment les utilisateurs de tous les niveaux. Et un hôpital, par définition, c'est multiprofessionnel. Hein. Dans un hôpital, vous avez un professeur chef de service, mais vous avez un plombier, vous avez des milliers de professions entre les deux, et toutes ces professions, elles ont comme point commun, c'est d'aller s'intéresser aux patients à la fin. Et donc, le fait de demander et d'impliquer dans des réflexions et des conceptions toutes les couches, tous les métiers, c'est aussi un facteur de progrès très important. Merci. D'autres questions ? Je vais revenir sur la question de l'ouverture de l'hôpital à la ville. Alors sûrement, c'est un sujet qui doit revenir souvent, mais comme vous l'avez présenté, donc c'est un besoin des médecins, des usagers, je suppose, d'avoir cette envie d'ouvrir l'hôpital à la ville. C'est sûrement aussi, ça fait partie des contradictions qu'engage un hôpital. Mais quand je vois aussi l'hôpital Nord, alors effectivement, il y a tout ce travail du rez-de-chaussée en transparence, mais est-ce que, comment se pose la question de l'ouverture de ce rez-de-chaussée à la ville? Alors, comme j'ai dit, il y a des endroits qui permettent, de s'ouvrir, notamment la partie de l'accueil, le restaurant. Mais on est allé un petit peu au-delà de ça. On a donné accès au toit à la ville. Donc la ville, bien sûr, dans les règles de sécurité et de contraintes et de sécurité sous le contrôle de Jean-Baptiste, dans les règles de sécurité des hôpitaux, le toit de l'hôpital, il est accessible de l'extérieur. Bien sûr, il faut passer la sécurité, mais on a le droit de monter. Et je sais qu'il y a des discussions qui sont encore en cours pour savoir quelles sont les limites de cette accessibilité. Donc, qu'un bâtiment soit ouvert à la ville, oui, une bonne partie se fait au niveau rez-de-chaussée. Mais là, on est allé au-delà de ça, on challenge tout le monde et on a un accès même sur le toit. Donc, dans un hôpital, c'est déjà un miracle si on arrive à amener les gens, il y a de grandes discussions, même avec le maire de Saint-Ouen, pour comprendre quelles sont les limites. Donc, au début du projet, l'ambition était plus importante. Après, pour des considérations de sécurité et de responsabilité et de frais de fonctionnement, l'idée, elle est un peu plus modeste, mais elle existe toujours. Voilà. Est-ce que Jean-Baptiste, j'ai... Oui, je voudrais compléter, pas sur la dimension architecturale, mais pour dire que l'ouverture à la ville, elle n'est pas que architecturale. Il y a aussi une dimension de comment on se pose dans la ville avec un engin pareil. Et en fait, c'est un des défis les plus compliqués qu'on a à traiter sur ce projet, mais sur lequel je pense qu'on va, sinon faire école, en tout cas poser des jalons un peu intéressants. On a signé déjà 2 conventions avec la ville de Saint-Ouen dans laquelle on arrive, pour que, sans attendre l'ouverture de l'hôpital, on travaille déjà ensemble sur comment cet hôpital va permettre d'innerver l'offre de soins dans la ville et donc apporter dès maintenant des premières réponses. C'est-à-dire que il faut surtout pas tenir un discours de le vaisseau spatial va arriver dans 7 ans et tout sera réglé sur l'accès aux soins. Parce que celui-ci aura continué à se dégrader pour les problèmes démographiques et tout. Et donc c'est maintenant qu'on met en place des trucs extrêmement concrets, comment des professionnels, des médecins de l'hôpital vont faire des consultations de proximité dans le centre municipal de santé, qui, miraculeusement, sera en face du parvis du futur hôpital.
Donc je dirais qu'on n'y aurait pas pensé, on se serait fait reprocher de ne pas avoir utilisé cette proximité. Voilà, donc maintenant il faut l'organiser. Et donc c'est tout un travail là-dessus qui se déploie aussi avec les autres hôpitaux du territoire sur lesquels on bosse. Et donc c'est à la fois une très très forte volonté. Le directeur général Nicolas Revel, qui a une certaine expérience dans ce domaine, notamment quand il était directeur de l'assurance maladie, et cite régulièrement ça comme étant un modèle qu'on doit faire pousser. C'est comment l'hôpital, au moment où il se conçoit, ne se conçoit pas tout seul, mais se conçoit dans la façon dont il va fonctionner avec le reste de la ville et du système de soins. Merci. Il y a un autre... Là j'entends comment l'hôpital atterrit, donc l'objet volant non identifié atterrit, et comment il va lancer des pseudopodes vers la ville. Mais j'entends pas le contraire. Et un patient, c'est pas forcément un malade intubé en réanimation qui peut rien faire, mais ce malade intubé en réanimation, il a une famille qui vient, qui peut passer des heures. Il y a des gens qui viennent de façon itérative, en hôpital de jour, tous les jours, etc. Et il y a les patients, il y a leurs aidants, il y a leurs proches aidants. Et très souvent, un des gros problèmes du maintien à domicile des patients, c'est pas tellement la médecine, c'est l'appui aux aidants. Et moi, ma question, c'est comment la ville, elle rentre. Là, on a vu comment l'hôpital, il rentrait dans la ville, mais comment la ville, elle rentre. C'est-à-dire que dans ce rez-de-chaussée, il y a un coiffeur, il y a une esthéticienne, il y a une petite épicerie. Comment est-ce qu'on arrive? Et finalement, les gens du quartier vont peut-être venir chez le coiffeur, mais peut-être aussi la visiteuse, pendant que son patient est au scanner, elle va... Vous voyez, c'est ce côté de la vraie vie de la personne. L'interpénétration, pour l'instant, je pense que c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut penser et que je n'ai pas vu là pour l'instant. Bien, on a le temps encore pour une autre question. Et puis oui. Moi, j'aurais souhaité poser une question justement sur cette relation à la ville du point de vue des réseaux. L'arrivée d'un hôpital comme l'hôpital Nord, il implique des nouveaux réseaux et donc un branchement au réseau urbain existant qui amène, je suppose, une modification très forte de ceux-ci et une augmentation de leur dimension. Est-ce que quel impact sur le quartier, sur l'urbanisme, sur les espaces publics, éventuellement, justement, cette modification des réseaux peut-elle agir? Est-ce que c'est un sujet vraiment ou c'est... Je ne sais pas répondre à cette question, mais j'aurais souhaité retourner sur quelqu'un d'autre. Toi, vas-y. Après Jean-Baptiste pourra aussi en parler. Effectivement, je ne sais pas où il est passé. Bref. Oui, bien sûr, ça a un impact sur les réseaux. Bon, on a quand même la chance d'avoir un chauffage urbain à proximité. Donc ça, c'est une chance de pouvoir se raccorder dessus. Et tous les réseaux, effectivement, d'assainissement et d'adduction d'eau pluviale vont s'adapter pour effectivement alimenter cet hôpital. Après, je dirais que le quartier de Saint-Ouen, c'est un quartier qui est en pleine mutation, parce que ça va accueillir l'hôpital, ça va accueillir l'université. Il y a d'autres bâtiments aussi qui sont en fonctionnement. Donc oui, c'est un quartier qui est en mutation. Et je pense que c'est pour le bien-être, effectivement, de la ville, tout simplement. Mais... Oui, Laurent Giraud, PHP. En fait, effectivement, un équipement de cette ampleur, de cette taille, qui arrive dans les faubourgs de Paris, c'est au-delà du projet architectural que ça pose la question du projet urbain. Donc, dans tous les acteurs avec lesquels nous travaillons, il y a évidemment les collectivités locales qui s'intéressent beaucoup à l'arrivée de l'hôpital et qui eux-mêmes sont maîtres d'ouvrage d'un certain nombre d'aménagements urbains, mais poussés par l'arrivée de notre projet et du projet de l'université. Donc il y a beaucoup d'ateliers urbains, d'échanges avec les différents acteurs, où évidemment la PHP et l'université sont représentés. Pour vous donner un exemple, quand on a lancé le concours d'architecture, on a fait une étude de flux et de mobilité pour voir l'impact finalement de l'arrivée de nos flux de visiteurs, de patients, d'ambulances, d'hélicoptères, etc., qui peuvent inquiéter les riverains du quartier. Et à l'occasion de cette étude, on s'est rendu compte qu'il fallait élargir les voiries autour de l'hôpital. Et donc la PHP a accepté de rétrocéder un certain nombre de mètres carrés donc aux collectivités qui pourront requalifier et réaménager les abords. Donc il y a les dévoiements de réseau dont tu as parlé, Sophie, mais il y a aussi toute la qualité, l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, dans des rues qui sont très difficiles d'accès aujourd'hui pour les piétons,
l'aménagement de pistes cyclables, la plantation d'arbres dans les rues, et également toute une étude sur le sens de circulation autour du campus, qui a amené un certain nombre d'arbitrages au niveau voilà, des collectivités et de la préfecture. Merci Laurent.